client assez fortuné parce que je vois que c'est 500 000 euros qui va... Ouais, alors qui va mettre. justement, tu fais bien de noter cet élément. J'estime que mon métier, c'est pas d'aller chercher le meilleur rendement du marché, c'est d'aller chercher le meilleur rendement pour un risque maîtrisé. Donc il y a toujours, le rendement ne va jamais sans le risque, et notre métier concrètement c'est un peu ça. Sinon on dirait à tout le monde de faire des supports ultra volatiles, mets tout sur le bitcoin et vois ce qui se passe. Ou alors vaut plus de 3 000 euros l'once, pourquoi il ne vaudrait pas 5 000 ou 10 000? Là pour le coup ce ne sont que les flux qui dictent ça. Les crypto-monnaies, grosso modo, c'est pareil, le bitcoin c'est la même chose. Mais trop de diversification tue la conviction. Tu vas chez Crédit Agricole, on va te vendre du Amundi, t'as l'impression que c'est de la diversification, en fait non, c'est juste la même maison. Alors, ce que moi je regarde, évidemment, ce sont les performances historiques. Parce que si tu veux sélectionner un fonds qui fait mieux que son indice, si tu te bases pas sur les performances, tu peux te baser sur pas grand chose. Aujourd'hui, on se retrouve avec Chun-Si, c'est un peu le cerveau de la bande. Et aujourd'hui, il va nous montrer comment investir comme le pro. Okay. Alors, par quoi on commence? Pour le coup, avant de parler d'investissement et de stratégie, il y a quand même quelques prérequis qui sont indispensables à garder en tête. Le premier, c'est un petit peu le b.a.-ba. Pour un investisseur, avant de se lancer, c'est ultra important déjà de bien définir son profil de risque et ses objectifs. Donc son profil de risque, généralement, il sera dépendant de son horizon de placement. Très simplement, plus je vais avoir un horizon de placement qui va être long, plus je vais être en capacité de supporter une prise de risque plus ou moins élevée. Et à l'inverse, plus je vais avoir un horizon de placement qui est court, moins je vais être en capacité de prendre des risques. Pour donner un exemple qui arrive parfois dans les vies de nos clients, si tu as un projet d'acheter ta résidence principale dans 6 mois ou dans 1 an, évidemment, tu ne vas pas placer l'intégralité de ton patrimoine sur des actions. Donc, c'est deux notions qui sont quand même assez corrélées. Et ensuite, tes objectifs. Donc là, pareil, il peut y en avoir un certain nombre. Tu peux, si je te cite les principaux, tu peux être dans une recherche de capitalisation. Par exemple, tu as un jeune actif, tu as 10, 20, 30, 40 ans devant toi. Tu as du cash à placer et une épargne à mobiliser, par exemple, de manière mensuelle. Et là, tu vas être sur un objectif de capitalisation. Donc l'idée, c'est d'avoir cette somme de départ et la faire grossir de mois en mois, d'année en année. Mais tu peux aussi être dans une logique de recherche de revenus complémentaires. Typiquement, tu viens de partir à la retraite. Donc là, tu vas moins être dans une logique disons d'accumulation de richesses, mais plutôt dans une logique de profiter justement de ce capital constitué pour aboutir à générer des compléments de revenus. Donc je pense que voilà, la base, le premier point, c'est ça, bien définir ses objectifs et bien définir son profil d'investisseur. Une fois que tu as fait ça, tu peux passer à l'étape numéro 2, qui consiste à sélectionner la bonne stratégie. En France, tu le sais Miguel, il y a disons une vraie complexité, une vraie pluralité de possibilités d'investissement. On connaît l'assurance vie, on connaît le contrat de capitalisation, le PEA, le compte titre, le PER. Chacun a ses caractéristiques, ses avantages et ses contraintes. Donc déjà, c'est important de bien définir sa stratégie. Pour donner peut-être quelques exemples, si tu as envie d'acheter des titres vifs, le PEA peut être une bonne idée. Si tu as envie de défiscaliser pour préparer ta retraite, le PER peut faire sens. Si tu as envie d'anticiper la transmission de ton capital de ton vivant, tu peux ouvrir un contrat de capitalisation. Et dans, j'ai envie de dire, l'immense majorité des cas, l'assurance vie est quand même une super enveloppe fiscale. Donc voilà, la deuxième étape consiste à sélectionner les placements en l'occurrence qui sont les plus adaptés en réponse à ton profil et à tes objectifs toujours. Une fois que tu as fait ça, on peut passer à l'étape 3 qui consiste à sélectionner les bons partenaires. Et là, pour le coup, je fais un petit focus essentiellement sur les produits d'assurance, l'assurance vie et le contrat de capitalisation. C'est important de choisir des bons contrats. Donc typiquement, un bon contrat, si je résume les choses de manière assez succincte, il y a 2 éléments en priorité qu'il faut bien regarder. Le premier, c'est le côté architecture ouverte de ton contrat. Concrètement, ce qu'il faut éviter de faire, et je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est le contrat bancaire traditionnel qu'on va avoir dans son agence bancaire, qui malheureusement va te permettre d'investir que sur les 3, 4, 5 supports de ta banque. Donc même si tu t'appelles Warren Buffett et que tu es un génie de l'investissement, tu vas pas pouvoir faire de miracle parce que tu as peu de choix finalement qui te sont offerts. C'est quoi par exemple les choix de support? En banque généralement, alors c'est du très basique, mais tu vas avoir un fonds défensif, un fonds équilibré, un fonds offensif.
et c'est, disons, plutôt des fourre-tout. Maintenant, si tu veux investir comme un professionnel, et on le verra tout à l'heure, que tu veux investir avec conviction et que, par exemple, à un moment, tu te dis, OK, j'estime que c'est pertinent d'investir sur des petites capitalisations européennes, bah, si tu n'as pas accès aux meilleurs gérants qui te permettent d'investir sur cette stratégie, bah, tu vas être assez vite limité. Et souvent dans les banques, on n'a pas accès à ce type de support. Dans les banques traditionnelles, entre guillemets, de réseau, clairement, c'est assez rare, à moins d'être géré en gestion de fortune ou gestion privée, où là, il y a quand même un petit peu plus d'efforts qui sont faits à ce niveau-là. Mais très souvent, nous, ça nous arrive d'analyser des contrats de nos clients. Voilà, il y a des choix qui sont assez faibles. Les banques en ligne, pour le coup, font quand même pas mal d'efforts par rapport à ça, où tu as du coup une architecture qui est quand même un petit peu plus ouverte. L'idéal, c'est les contrats au Luxembourg. Oui. Pour le coup, qui sont accessibles à partir d'un montant minimum qui est quand même un petit peu plus élevé. Mais l'avantage du Luxembourg, c'est que en fait, l'horizon d'investissement, l'univers d'investissement, il est quasiment sans limite. Donc typiquement, demain, tu as un nouveau fonds qui se crée, tu vas avoir la possibilité de l'intégrer dans ton contrat, tu peux investir sur des ETF, des produits structurés, des métaux précieux, de l'immobilier, de l'obligataire en direct, des titres vifs, du private equity. Enfin voilà, c'est un peu le Graal, entre guillemets, en termes d'investissement. Et c'est le seul pays en Europe qui fait ça? Alors, c'est un contrat d'assurance vie, entre guillemets, qui répond aux mêmes règles que les contrats d'assurance vie français, c'est-à-dire que d'un point de vue fiscal, entre guillemets, et juridique, les contrats se valent. Mais le contrat luxembourgeois, il va t'apporter des choses supplémentaires, en réalité, qu'un contrat d'assurance vie français, de droit français, entre guillemets, ne va pas avoir. Le premier, et c'est un petit peu ce qui fait l'engouement, disons, de ces contrats au cours des, j'ai envie de dire, des 12 derniers mois, c'est que beaucoup de Français ont entendu parler de ce qu'on appelle la loi Sapin, qui pourrait permettre à l'administration française de bloquer la liquidité des retraits sur les contrats d'assurance vie français. Au Luxembourg, tu es sûr que cette loi, entre guillemets, elle ne s'applique pas. D'accord. Donc ça, déjà, c'est un vrai élément. Et depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, pour le coup, on a vu qu'il y avait quand même un engouement assez prononcé justement sur le Luxembourg, lié à cette crainte des investisseurs français. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tes fonds, ils vont être logés auprès d'une banque dépositaire. Donc tu n'es pas en risque vis-à-vis d'une potentielle faillite de l'assureur. Bon, même si aujourd'hui les assureurs européens sont extrêmement bien capitalisés, c'est un risque qui, fondamentalement, aujourd'hui n'en est pas vraiment un, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est mis en avant. Et le troisième point, c'est ce que je te disais, c'est que tu as vraiment la possibilité d'investir sur un univers d'investissement qui est quasiment sans limite. Tu peux faire de la multidevise, si tu veux investir en dollars, tu peux, en francs suisses, tu peux. Enfin, voilà. Donc en qualité de professionnel et d'allocataire d'actifs comme nous, c'est un peu le monde idéal, dans la mesure où on peut vraiment laisser cours à nos idées, avoir accès aux meilleurs gérants, ce qui, sur des contrats plus traditionnels, est un peu plus compliqué. Mais pour un contrat à Luxembourg d'assurance vie, il faut un minimum d'actifs. Oui, alors en gros, le minimum auprès de toutes les compagnies d'assurance au Luxembourg, c'est 250 000 euros. Donc si je n'ai pas 250 000 euros, je ne peux pas... Non. C'est un peu le sujet. Oui. Maintenant, si tu n'as pas 250 000 euros à mettre, ce qui est le cas quand même de beaucoup de monde, il y a des contrats d'assurance vie français qui sont très bien. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix faire du Luxembourg. Mon message, c'est plutôt si j'ai la capacité, la surface financière pour aller au Luxembourg, en fait, autant y aller. Quoi. En revanche, si ça n'est pas le cas, il y a des contrats d'assurance vie français qui sont en architecture ouverte, qui permettent quand même une flexibilité assez importante justement sur les choix des supports d'investissement. Tu as des partenaires avec qui on travaille par exemple, où tu as plus de 1000, 1500, 2000 fonds qui sont éligibles au sein des contrats. Okay. Donc c'est quand même, déjà il y a matière à faire des choses qui sont intéressantes, et ça diverge beaucoup du contrat bancaire traditionnel que je te citais, qui va te permettre d'investir sur 4 ou 5 fonds, et les 4 ou 5 fonds de la banque. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet. Donc le troisième point, voilà, c'est sélectionner le bon partenaire, le bon assureur si je suis sur un contrat d'assurance. Donc l'architecture ouverte et les frais. Évidemment, il y a des contrats qui vont être un petit peu plus prohibitifs en termes de frais que d'autres, donc c'est évidemment un élément qui est à regarder. Et moi, je mets souvent la notion de frais en face du service. Typiquement, tu es un investisseur qui est ultra initié à l'univers de l'investissement. Dans ce cas-là, pourquoi pas aller ouvrir un contrat auprès d'une banque en ligne. Tu vas avoir des frais qui vont être un peu réduits. En revanche, tu n'auras aucun service.
Donc c'est à toi de te débrouiller tout seul sur ton univers d'investissement. Maintenant, si tu as besoin d'être pris en main, évidemment, l'idée c'est d'ouvrir un contrat avec, ça peut être un courtier, avec voilà, un acteur digne de confiance. Et là, pour le coup, ça va te coûter un petit peu plus cher. Pour le coup, la différence, elle n'est pas extrême. Si je te donne un petit ordre d'idée, aujourd'hui, les frais de gestion sur des contrats d'assurance vie bancaires en ligne, on va être grosso modo aux alentours des 0,70, 0,75. Via un courtier, si tu négocies correctement, tu vas être aux alentours des 0,90, 0,95. Ok, donc c'est juste 20, c'est revendre plus quoi. 0,20 en plus. 0,20. Voilà, si derrière il y a un travail effectif et de qualité qui est fait, ça peut vite se rattraper en termes de performance. Donc voilà, je pense que l'idée, le message, c'est de trouver la bonne formule. Si tu as besoin de personnes, franchement, prends un contrat où tu as un peu moins de frais. Tu as conscience que tu auras moins de services, mais si tu sais te débrouiller tout seul, franchement, pourquoi pas. En revanche, voilà, si tu as besoin d'un accompagnement, c'est pas forcément la bonne pratique, parce que si à un moment ou un autre, il y a un élément exogène qui se produit et que tu as besoin d'un conseil, tu n'auras pas forcément un conseiller derrière qui va t'accompagner. Et après, il y a la notion de frais d'entrée, frais de sortie, parce que là, dont tu me parles, c'est les frais de gestion. Exactement. Frais d'entrée, frais de sortie, on est d'accord, il ne devrait pas y en avoir. Oui. Concrètement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut assez facilement se négocier. Alors, les frais de sortie, pour le coup, ça a franchement été un élément très rare. Moi, ça fait bientôt 14 ans que je fais ce métier. J'ai rarement vu cette pratique de frais de sortie. Alors, je sais que ça existe, mais c'est quand même extrêmement rare. Les frais d'entrée, pour le coup, c'est une pratique qui est quand même beaucoup plus développée, notamment, toujours pareil, mais au niveau des banques traditionnelles, c'est absolument pas rare d'avoir 2, 3, 3,5% de frais d'entrée. Maintenant, c'est vraiment une négociation. C'est-à-dire que si tu arrives avec des capitaux conséquents à placer, naturellement, tu es en position de force pour négocier ces frais. Donc voilà, effectivement, tu peux demander des frais d'entrée à zéro. C'est pas du tout quelque chose qui me choque. Si en face, tu as des capitaux qui sont plutôt conséquents à placer, c'est un peu le béaba, quoi. Un client qui arrive... j'ai jamais compris, tu vas placer de l'argent où il te promet 3 à 4%, mais à l'entrée, il te prend déjà 2. Ouais, donc il te faut 1 an, voire 1 an et demi pour récupérer déjà ce que tu avais mis à la base. Et c'est au bout de la deuxième année que tu commences, si tout se passe bien, à être en positif. Quoi. Et si tout se passe bien, en plus tu fais bien de le préciser, mais je partage un peu ton idée, c'est-à-dire que donc il y a ces deux types de frais grosso modo à l'entrée et à la gestion. Les frais de gestion, je trouve, sont beaucoup plus sains parce qu'ils sont alignés déjà sur une performance, et je vais y venir, et ils récompensent entre guillemets un suivi réel qui est apporté. Pourquoi je te dis qu'ils sont alignés? Puisque ces frais de gestion, ils vont être payés par le souscripteur en fonction de l'encours financier. Donc je te disais tout à l'heure, 0,75 pour une banque en ligne, 0,90, 0,95 pour un contrat d'assurance vie un petit peu plus traditionnel avec un accompagnement. Ces frais-là, ils sont sur le montant de ton contrat. Donc si tu viens voir un conseiller avec 100 000 euros et que 10 ans après, tu as 200 000 euros sur ton contrat, la rémunération du conseiller va doubler. Donc il y a un vrai alignement entre guillemets des planètes, puisqu'il va toucher une rémunération sur une base qui va être un petit peu plus importante. Parce que c'est tous les sens, c'est 0,75 quoi. Exactement, donc tu as compris, c'est un peu l'idée. Donc plus le capital va croître, plus la rémunération derrière du conseiller va croître, alors qu'effectivement les frais d'entrée, c'est un peu un chèque en blanc que tu fais à quelqu'un qui va te dire « Ok, moi je vais te faire X performance ». Il n'y a absolument rien qui l'atteste, il n'y a aucune assurance entre guillemets que cette rentabilité elle s'avère réelle in fine, mais tu dois payer avant de voir. Je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu, en tout cas c'est ce que moi il y a 5 ans quand j'ai créé ma première assurance vie auprès d'une banque, là je me suis dit je comprends pas, c'est mon argent que j'ai gagné, j'ai payé des impôts, là je veux le placer. Et en fait, je veux perdre l'argent même avant d'en gagner. Et du coup, c'est un peu, je pense, le frein, même s'il y a beaucoup de gens qui ont des assurances vie, mais les jeunes d'aujourd'hui, je pense que c'est un peu le frein qu'ils ont pour aller voir des gérants d'actifs, des banques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques en ligne, Revolut, Trade Republic, sont beaucoup plus répandues parce qu'il y a zéro frais. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, pour être très clair, ça va dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres à te communiquer, mais je pense qu'il y a encore 20 ans, c'était une pratique assez courante d'avoir 4-5% de frais d'entrée. Aujourd'hui, je pense que si tu regardes les chiffres de la moyenne, ça doit être beaucoup moins, même si tu as toujours les banques qui sont clairement là à facturer ces frais d'entrée. Et d'ailleurs, je peux te faire une petite confidence en termes de données. Là, on parle essentiellement de l'assurance vie.
L'assurance vie, on dit souvent que c'est le placement préféré des Français. Alors, déjà, moi, je suis pas très à l'aise avec cette notion de placement, puisque l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, c'est pas un placement. Le placement, c'est vraiment les supports que tu vas loger à l'intérieur de ce contrat. On dit que c'est le placement préféré des Français parce qu'aujourd'hui, tu as un peu plus de 2000 milliards d'actifs des Français qui sont positionnés sur des contrats d'assurance vie. Le numéro 2, c'est le livret A, tu as 400 milliards. Donc ça te donne, entre guillemets, l'écart assez conséquent que Trust l'assurance vie. Dans ces 2000 milliards, tu as aujourd'hui près de 90% qui est géré par les banques et les compagnies d'assurance en direct. 10% seulement par les réseaux indépendants, les courtiers, les family office, etc. Donc tu as quand même le gros du gros, justement, de ce magot de l'épargne des Français qui est géré par ces mastodontes, donc ces compagnies bancaires et ces compagnies d'assurance. Donc effectivement, dans la moyenne, eux, je pense qu'ils ont, c'est pas la faute du banquier, hein, mais ils ont des directives qui leur imposent d'appliquer justement des frais d'entrée. Donc en moyenne, tu as des frais qui doivent être, je sais pas, aux alentours des peut-être 1, 2, 2,5 aujourd'hui. Mais le message, moi je suis pas formellement contre les frais, mais il faut qu'ils se justifient. C'est-à-dire, est-ce que tu as un vrai service en face ? Est-ce que tu as l'impression de payer pour quelque chose, quoi ? Oui, voilà. Si tu payes pour rien, qu'à un moment tu as une question, tu passes un coup de fil, il n'y a personne qui te répond, en fait ça dénature juste ta performance et ça t'apporte rien. Les frais sont justifiés qu'à partir du moment où ils ont cette faculté de t'apporter un surcroît de performance. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça fait 20 minutes qu'on parle, 10-15 minutes. On peut partir sur le vrai sujet. Comment on investit comme les pros ? Du coup, en fait, ce que tu aimerais, Miguel, c'est que je te donne un petit peu notre recette magique, nous, en interne chez Ingefi. Comme ça, je peux passer par Boursorama et pas prendre les 0,15% que vous allez me prendre en plus. C'est ça, exactement. Dans l'idée, avec plaisir, pour le coup, partager un petit peu notre manière de fonctionner. Quand même, ce que j'ai envie de dire en amont, c'est qu'on n'estime absolument pas qu'on a la science infuse. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est notre manière, entre guillemets, d'appréhender l'univers de l'investissement. Il y a probablement d'autres manières qui sont très bonnes, voire même meilleures. Mais en tout cas, la meilleure, c'est Warren Buffett. Oui, alors c'est la meilleure parce qu'il y a un historique qui est intestable. Il y a 50 ans de backtesting derrière. Pour le coup, moi, avec mes 34 ans et mes 13 ans d'expérience, en l'occurrence, je vais avoir un peu de mal à rivaliser. Mais dans l'idée, pour le coup d'ailleurs, sur notre manière de fonctionner, il y a quand même 2-3 similitudes avec Warren Buffett parce que aujourd'hui, quand tu es dans l'univers de l'investissement, que tu es passionné de l'univers financier, tu peux pas occulter la méthodologie de Warren Buffett qui repose justement sur des fondamentaux. Okay. Donc nous, concrètement aujourd'hui, comment est-ce qu'on construit justement une allocation ? Donc comment est-ce qu'on investit finalement ? Avant de te donner un petit peu le sujet, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a 2 phases. C'est d'abord, justement, je vais analyser certaines choses pour tenter justement d'avoir l'allocation d'actifs qui est la plus en capacité de générer de la performance avec une certaine maîtrise de risque et de la diversification. Une fois que j'ai déterminé cette allocation d'actifs, donc peut-être pour définir ce que c'est une allocation d'actifs, c'est dire, ok, j'ai mon contrat, je vais faire 30% d'obligataire. Sur l'obligataire, je vais mettre X pourcentage sur des obligations européennes, X pourcentage sur des obligations des pays émergents par exemple, X pourcent en actions. Sur les actions, je vais plutôt viser les petites et moyennes valeurs européennes, plutôt les valeurs technologiques américaines. Voilà, c'est un peu de définir, entre guillemets, les tendances que tu as envie d'intégrer au sein de ton contrat. Donc là, j'ai parlé des obligations, j'ai parlé des actions, mais on peut loger des métaux précieux, on peut loger du private equity, on peut loger de l'immobilier, des produits structurés. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Une fois que j'ai défini cette allocation, il y a un deuxième travail qui s'opère, c'est le travail de sélection. Okay. Donc concrètement, pour reprendre ce que je te disais, j'ai envie d'investir sur des grandes capitalisations européennes, sur quel support je vais placer mon argent pour tirer un maximum de profit de cette stratégie-là. Donc il y a plusieurs possibilités, les ETF, la gestion active, investir directement sur des titres vie, voilà, il y a plein de possibilités. Maintenant que ce décryptage, entre guillemets, est dit, notre manière, entre guillemets, d'appréhender les choses chez Ingefi, c'est d'abord l'analyse. Ensuite, de cette analyse découlent des convictions et ensuite quand même une recherche de diversification parce que j'estime que mon métier, c'est pas d'aller chercher le meilleur rendement du marché, c'est d'aller chercher le meilleur rendement pour un risque maîtrisé. Donc il y a toujours, le rendement ne va jamais sans le risque
Et notre métier, concrètement, c'est un peu ça. Sinon, on dirait à tout le monde de faire des supports ultra volatiles, mets tout sur le Bitcoin et vois ce qui se passe. Donc il y a quand même toujours cette logique, entre guillemets, de maîtrise des risques. Donc cette partie analyse, concrètement, nous, on va faire une analyse en 3 niveaux. Le premier niveau, qui est extrêmement passionnant, c'est analyser la macroéconomie. Ok. Donc la macroéconomie, c'est un petit peu, si je te fais une métaphore sur l'univers un peu maritime, c'est un petit peu comme regarder la météo avant de prendre son bateau, quoi. Oui. C'est avoir voilà, le pouls, entre guillemets, de l'économie mondiale. Donc sur cette partie macroéconomique, déjà ce qui est important de dire, c'est que tout le monde y a accès. C'est-à-dire que les publications macroéconomiques, elles ont lieu tous les jours, grosso modo du lundi au vendredi. Tu peux y avoir accès, je peux y avoir accès, Oui. n'importe qui de chez lui peut y avoir accès. C'est très souvent une mine d'informations. Et cette macroéconomie, si je synthétise un petit peu le sujet, on peut diviser les publications en 2 catégories. Tu vas avoir d'un côté ce qu'on appelle les hard data, donc c'est les données officielles, donc typiquement la publication du PIB, la publication du taux de chômage, les chiffres de l'inflation, la décision d'une banque centrale. Donc ces données, elles sont ultra importantes, elles sont ultra scrutées par le marché, elles permettent de dire fondamentalement si l'économie est plutôt florissante, si elle ralentit ou quoi que ce soit. En revanche, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont souvent en retard. Typiquement, je te donne un exemple. Si tu veux connaître le PIB des États-Unis au 2e trimestre, donc qui s'est terminé le 30 juin, bah, le chiffre officiel, il ne sera disponible qu'au mois de septembre. Donc voilà, il y a toujours ce côté un petit peu retardataire. Donc là, ça m'emmène à la 2e catégorie des publications macroéconomiques. Tu as ce qu'on appelle les soft data. Donc en fait, c'est des données d'enquête où bah là, l'idée, tu vas essayer de déterminer le pouls en temps réel justement de l'économie. Donc tu vas avoir des enquêtes de sentiments, comment se comporte le consommateur, est-ce qu'il a confiance, comment se comporte le chef d'entreprise, les directeurs d'achat. Voilà, donc il y a une mine d'or d'informations, et je te jure, j'invite tout le monde à regarder ça, c'est ultra passionnant, à regarder voilà, finalement le pouls du marché. Et l'idée, c'est d'entremêler un petit peu tout ça pour essayer de déterminer finalement quelle est la tendance de fond. Est-ce que j'ai une économie, en l'occurrence, qui croît, et pour le coup, il n'y a pas trop de doute, donc en gros, j'ai des hard data qui sont excellentes et des soft data qui sont excellentes. Bon, jusque-là, pas de souci. Si j'ai des hard data qui sont pas terribles et des soft data pas terribles, bah, normalement, on le verra après, mais j'ai des valorisations qui sont pas terribles aussi. Mais là où c'est intéressant, c'est justement quand tu as des petits changements. Et typiquement, quand tu as un élément exogène important qui arrive, droit de douane, pour citer un exemple un petit peu récent, bah, c'est toujours intéressant là, de regarder les soft data parce qu'elles sont beaucoup plus réactives et ça permet de donner voilà, des indications peut-être avant-gardistes sur voilà, la teneur justement d'un marché. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va regarder. Et tu regardes où, du coup? Alors, pour le coup, moi j'ai un site que je peux te donner si tu veux qui s'appelle investing.com qui est assez connu, donc c'est quelque chose qui est gratuit pour le coup, pareil, tout le monde peut avoir accès à cette information et tu as dans l'application, ou même je crois qu'il y a un site internet, enfin moi je suis sur l'application, tu as agenda économique, donc en l'occurrence, typiquement, alors je pourrais te montrer si tu veux, tu vas avoir cette semaine toutes les publications majeures qui vont être publiées, la date, l'heure, etc. Et si tu veux, tu te mets des alertes. Si cette info, pour le coup, tu veux absolument pas passer à côté, tu te mets une alerte, tu reçois une notification. Donc, je fais juste un parallèle d'ailleurs là-dessus. On est quand même dans un monde aujourd'hui où l'univers de l'investissement il est beaucoup plus facile qu'avant, quoi. C'est-à-dire que ce partage de l'information, il est sans aucune mesure beaucoup plus important que ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans, où concrètement, si tu n'avais pas de licence Bloomberg qui coûte des dizaines de milliers d'euros, bah, tu avais accès à absolument à rien. Et c'était un petit peu les ragots, j'ai entendu ceci de quelqu'un, et finalement, il n'y avait pas vraiment de fond. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits sur justement le côté éducation financière. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir accès à de l'information. Donc je ne dis pas à tout le monde de suivre la macro sur le bout des doigts, parce que bon, ça prend évidemment du temps, mais en tout cas, tous ceux qui souhaitent vraiment s'y intéresser et s'y passionner, c'est un point de passage qui est fondamental, parce que tu ne peux pas investir sereinement si tu as aucune notion justement de ces tendances macroéconomiques. Oui, donc aujourd'hui, si tu veux vraiment gérer ta location d'actifs comme un professionnel, tu n'es pas aveugle, tu peux voir un peu par où la marée, la météo, il va quoi. Non, mais c'est ça, c'est fondamental. Et de cette macro, la macro toute seule,
c'est pas suffisant. Il faut corroborer la macro avec les valorisations. Donc les valorisations, pour le coup, alors ça dépend des classes d'actifs qu'on regarde. Bon, la plus connue, on parle souvent des actions. Et là, très souvent, il y a souvent un peu un amalgame qui est fait, où on entend souvent dire, en gros, tel indice est sur un niveau record, donc les marchés sont chers. En vrai, ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que je réfute quand même complètement cette phrase. Pour donner un exemple, le CAC 40, je crois, a été créé en 89. À l'époque, il valait 1000 points. Aujourd'hui, il vaut plus de 7000 et on est plutôt pas très loin justement des 8000 points. Pour autant, est-ce qu'il est 8 fois plus cher qu'en 89? Pas du tout. Donc il faut bien avoir en tête que ces indices résultent de la valorisation des entreprises qui les composent. Et il y a des mécaniques un petit peu plus concrètes pour juger si ces valorisations sont chères ou pas chères. On va regarder des multiples d'EBITDA, on va regarder des multiples de résultats nets. Typiquement, le multiple de résultats nets, c'est l'indicateur qui est le plus scruté par les intervenants de marché sur les marchés cotés. C'est ce qu'on appelle le PER. Désolé pour l'anglicisme, c'est le Price Earning Ratio. Donc, pour expliquer ça de manière très simple, imaginons une boîte qui vaut 100 millions d'euros, elle a 10 millions de résultats nets, son PER est de 10. Elle est valorisée 10 fois son résultat. Okay, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la mesure qui est la plus souvent utilisée. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les moyennes historiques, justement, de valorisation des marchés, et on va regarder à l'instant T à combien se situe justement ce marché. Pour donner un exemple d'actualité, aux États-Unis, historiquement, alors le S&P 500 qui est l'indice le plus scruté parce que c'est l'indice le plus large des 500 plus grandes capitalisations américaines, historiquement, il se paye sur les 20 dernières années entre 16 et 17 fois les résultats. Aujourd'hui, on est à 23. Okay. Donc on a une prime importante aujourd'hui. Donc cette prime, pour faire le corollaire à ce que je disais à l'instant, elle ne peut se justifier que si la macro est exceptionnelle et que du coup, on a des attentes exceptionnelles sur la croissance de résultats des entreprises. Donc voilà, cette notion de valorisation. Donc là, j'ai parlé du PER. Bon, encore une fois, il y a plein d'indicateurs sur les marchés actions. Sur les marchés obligataires, on peut aussi juger de la cherté du marché. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout une notion de PER. On va regarder, alors ce qu'on appelle, encore une fois, désolé, il y a beaucoup d'anglicismes, mais les spreads de crédit. Donc en gros, on va regarder l'écart de taux de rendement d'une obligation par rapport au taux sans risque. Donc typiquement en Europe, ce qui est considéré comme le taux sans risque, c'est depuis maintenant pas mal de temps, alors ça va peut-être changer depuis l'énorme plan de relance budgétaire de février dernier, mais c'est le Bund, donc le taux allemand à 10 ans, qui est aujourd'hui aux alentours des 2,7%. Donc c'est considéré comme le taux sans risque parce que les Allemands ont une rigueur budgétaire, parce que c'est le pays qui est le moins endetté par rapport à son PIB. Bon, voilà, il y a plein de raisons. Donc ça, entre guillemets, c'est un petit peu la base. Et concrètement, l'idée, ça va être de déterminer quel est le rendement des obligations d'entreprise par rapport à ce taux sans risque. Plus la rémunération va être faible, ça veut dire qu'il y a d'autant plus de demandes sur ces obligations. Donc ce qu'on appelle des spreads qui sont resserrés. Donc ça, pour le coup, c'est signe généralement d'un marché qui est un petit peu cher et un peu tendu sur le marché obligataire. Et plus les spreads, donc les écarts, vont être éloignés. Donc typiquement, une obligation d'entreprise plutôt bien notée, si le Bund allemand est à 2,6 et que son taux est à 4,5, donc c'est un spread qui est quand même un petit peu écarté, on va considérer qu'il y a peut-être moins de demandes, donc des spreads qui sont écartés, donc la valorisation sera un petit peu moins exigeante. Il y a moins de demandes sur l'obligation allemande ou sur l'obligation de l'entreprise? Ça veut dire en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on y viendra d'ailleurs tout à l'heure quand je vais évoquer la partie associée au flux, mais en gros, ce qui dicte le marché, comme tout marché, c'est l'offre et la demande. Oui. Donc typiquement, si aujourd'hui je suis une entreprise A, qu'à l'origine j'émets une obligation sur le marché à horizon, je sais pas, je dis une bêtise, 10 ans, à un taux de 5%, okay, cette obligation, si je suis une entreprise cotée, elle va être liquide. Donc c'est-à-dire que moi je vais pouvoir la revendre à quelqu'un d'autre avant le terme des 10 ans. Oui. Okay, et le rendement que je vais vendre au nouvel entrant, il va évoluer en fonction alors, de différents facteurs, mais aussi en fonction de la demande. Si d'un coup j'ai plein de gens qui demandent cette obligation, son taux de rendement il va tendance à se diminuer. Donc c'est là où tu vas voir ce qu'on appelle des spreads qui vont se resserrer, et c'est là où on va généralement considérer que le marché obligataire peut être un petit peu cher. Mais très souvent, c'est complètement corrélé à la macroéconomie. C'est-à-dire que dès lors qu'on va
laisser transparaître que l'économie fonctionne bien, etc., qu'il y a peu de risques sur le marché, bah, les spreads, les écarts vont être plutôt assez serrés. Et à l'inverse, quand on va avoir un épisode de stress accru, bah, les spreads vont s'écarter. Ok. Parce que Mais tout le monde va vouloir prendre de l'obligation allemande. exactement, c'est ce qu'on appelle le flight to quality. Donc en gros, on va se ruer vers les actifs sûrs et effectivement délaisser les autres actifs. Et donc tu as des spreads qui s'écartent. Mais ça, c'est quelque chose. Voilà, moi j'ai un peu une morning routine tous les matins. Je regarde le Oui. niveau des spreads, je regarde différentes choses. Donc c'est à travers ça justement qu'on va pouvoir juger de la cherté du marché obligataire. Sur le private equity par exemple, c'est plutôt des multiples d'EBITDA qui sont regardés. Donc ça aussi, on peut le suivre. Donc c'est toujours important de regarder la partie valorisation. Et C'est quoi du après, coup les multiples de EBITDA? bah, le multiple, l'EBITDA, c'est grosso modo, c'est la rentabilité opérationnelle d'une entreprise. Ok. Donc encore une fois, plus il va y avoir, encore une fois, je me répète un petit peu, mais ces ratios de valorisation, ils sont toujours très liés d'une part à la macro et d'autre part au flux. C'est-à-dire que plus je vais avoir de masse qui va arriver, en l'occurrence sur une classe d'actifs, bah, plus les multiples vont exploser. Parce qu'en gros, j'ai trop d'argent, donc j'ai plus d'acheteurs que de vendeurs, Oui. donc les multiples augmentent. Donc si tu veux faire une bonne affaire, c'est comme dans l'immobilier. Demain, tu veux acheter un appartement pour faire une belle affaire, bah, tu vas regarder le prix au mètre carré. Donc aujourd'hui, voilà, le message, c'est que c'est important de regarder la macro, mais c'est tout aussi important de regarder les valorisations. Parce que si tu achètes un actif exceptionnel à un prix qui est stratosphérique, qui n'a absolument aucun sens, ben, naturellement, tu contrecarres quand même pas mal la probabilité Oui. de faire une opération financière qui est rentable. Donc c'est quelque chose ouais, qui est quand même assez important à regarder. Après, tu as des actifs où la valorisation, elle est moins évidente. Les métaux précieux, l'or. Pourquoi l'or vaut plus de 3 000 euros l'once? Pourquoi il ne vaudrait pas 5 000 ou 10 000? Là, pour le coup, ce ne sont que les flux qui dictent ça. Les crypto-monnaies, grosso modo, Oui, c'est pareil. Le pareil. Bitcoin, c'est la même chose. Pourquoi le Bitcoin, aujourd'hui, est aux alentours des 115 000 dollars? Pourquoi pas 1 million? C'est aussi la macro un peu qui dicte ça. C'est la macro, mais L'or. c'est surtout les flux. Ok. C'est-à-dire que typiquement, si je prends le cas de l'or, qui explose quand même plutôt de manière assez significative depuis maintenant quelques semaines, quelques trimestres, c'est essentiellement lié aux flux. Et les flux, Miguel, c'est pas toi ou moi, hein. Non. C'est pas les quelques euros entre guillemets qu'on va placer de manière régulière, c'est les gros investisseurs institutionnels. Donc je parle là essentiellement des grandes banques centrales. Et typiquement, ça, c'est pareil, c'est une information qu'on peut avoir. Je pense notamment à la banque centrale japonaise et la banque centrale chinoise, qui depuis pas mal de temps achètent massivement justement de l'or. Il y a probablement une logique de dédollarisation derrière tout ça. Mais dans l'esprit, si tu suis les flux, tu es à peu près sûr d'avoir raison. Parce que concrètement, si toi, en tant que particulier, bah, tu fais ce que font les grosses baleines de la planète, bah, ça contribue à la hausse des cours. Donc voilà, l'or peut continuer à progresser. Il y a un côté aussi de protection vis-à-vis du contexte géopolitique. Je pense que Voilà. voilà, les choses sont malheureusement pas réglées encore aujourd'hui. Donc ça aussi, ça contribue. Alors, il n'y a pas que l'or, hein. Tu peux regarder l'argent, tu peux regarder le platine, le palladium, qui sont des métaux qui, eux, ont moins cette vocation, entre guillemets, de valeur refuge, mais sont des métaux alors, qui ont eu des tendances assez baissières, assez dures depuis quelques temps. Et là, on observe une certaine reprise. Et moi, je dois dire que ça m'étonne pas tant que ça, dans la mesure où ce sont des métaux qui vont être, qui sont primordiaux plutôt, sur la transition énergétique, sur Oui. l'intelligence artificielle. C'est des métaux qui sont utiles justement à l'industrie. Donc a priori, voilà, bah, quand ce sont des matériaux qui sont utiles dans des secteurs en hypercroissance, bah, toujours la même chose, cette logique de flux. Les flux acheteurs sont censés progresser, donc mécaniquement, les cours augmentent. Donc voilà, tu as ce niveau de valorisation. Et dernier point, du coup, les flux. Alors j'en ai un petit peu parlé, mais voilà, il faut suivre concrètement les flux, essentiellement des grands investisseurs institutionnels. Typiquement, sur la première partie de l'année, on a vu que les institutionnels ont eu tendance à se désengager un petit peu des marchés américains au profit des marchés européens. Oui. Donc ça a contribué un petit peu à ce phénomène où on était plus trop habitué depuis pas mal de temps d'avoir une surperformance des marchés européens sur la première partie de l'année vis-à-vis des marchés américains. Alors ça a assez vite été compensé parce que ce qu'on a observé, c'est que le retail, donc les particuliers américains, ont massivement acheté les creux de marché. Donc ça, je mets juste un petit point aussi d'analyse là-dessus. Alors encore une fois, je ne suis pas contre les marchés américains, c'est juste une analyse pure sur le niveau de valorisation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup le retail justement qui tient le marché américain.
Et l'histoire nous a prouvé que le particulier, généralement, il arrive souvent un peu en bout de chaîne. Oui. Donc je dis pas encore une fois que l'histoire va se produire, c'est pas le sujet, mais c'est des petites informations qu'il faut quand même garder en tête et qui derrière te permettent de faire ton allocation d'actifs, de sélectionner tes supports, etc. Mais c'est des choses qui sont assez importantes. Donc les flux, je le disais, suivre les flux, suivre les tendances, c'est quand même un soutien de poids. Avoir raison tout seul, bah, ça sert à rien. Oui. Ou avoir raison trop tôt, ça sert à rien. Si Donc, t'es le où est-ce seul- qu'on peut regarder ces flux? Bah alors pour le coup, il y a quand même toujours pareil pas mal de publications qui sont faites là-dessus. Alors il y a pas mal de sites, je parlais d'investing, etc. Il y a pas mal de grandes banques aussi qui publient justement des données. Je parle de Bank of America typiquement. Ok. Tu as des médias aux États-Unis, CNN, alors il faut trouver entre guillemets l'information, mais tu vas avoir des publications assez récurrentes justement sur la teneur de ces flux, ce que font les grands institutionnels. Tu peux regarder aussi ce que font les grands gérants de la planète. On parlait Ok. de Warren Buffett tout à l'heure. Il a une holding donc, qui est cotée qui s'appelle Berkshire Hathaway. Vu qu'elle est cotée en bourse, il est obligé de publier tous les trimestres ce qu'il fait. Ouais, voilà. Concrètement, tu peux voir s'il est plutôt cash, s'il a pris une position ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est des mines d'informations à regarder. Et dans les flux, donc tu as ces flux des grands investisseurs institutionnels qui sont une mine d'informations. Mais il y a aussi d'autres flux qui sont un peu plus insidieux, moi, que j'adore regarder. C'est le flux ce qu'on appelle des insiders. Donc c'est celles et ceux qui ont un peu le nez dans le guidon, qui sont membres des conseils d'administration des sociétés cotées. Donc si tu es CEO, si tu es DAF ou quoi que ce soit, si tu es membre du board du conseil d'administration, tu es considéré comme insider. Et ce qu'il faut savoir, cette information elle est importante, c'est qu'à peu près partout dans le monde, tu as l'obligation de publier toutes les positions acheteuses ou vendeuses que tu prends sur la société que tu gères ou co-gères. Typiquement en France, si tu es Bernard Arnault, Oui. que tu veux acheter des titres LVMH, tu dois le publier et le déclarer à l'AMF. Avant d'acheter ou après? C'est une bonne question. Mais en tout cas, tu es obligé de le faire. Alors, c'est soit juste après, alors c'est pas 6 mois après. Hein, Oui, mais oui. j'imagine que c'est soit de manière concomitante, soit légèrement en amont. Mais en l'occurrence, tu es obligé de le faire. Donc ça, c'est pareil, c'est une mine d'or d'informations. Donc tu sais ce que font les insiders. Aux États-Unis, tu as la même chose. Alors, c'est pas l'AMF, mais c'est la SEC, mais la logique est exactement la même. Donc tu regardes le comportement des insiders. Est-ce que le chef d'entreprise, il a confiance dans le potentiel boursier de sa boîte ou pas? Ouais. Après, voilà, il ne faut pas prendre non plus tout pour argent comptant. Un membre d'un conseil d'administration peut avoir besoin de retirer un petit peu pour, je sais pas, acheter sa maison ou quoi que ce soit. Mais c'est plus les flux de tendance. Et typiquement, je reviens là-dessus, mais sur la dernière partie de l'année, le T4 de l'année dernière et la première partie de 2025, les insiders sur les entreprises du S&P 500, ils n'avaient au cours des 20 dernières années jamais été autant vendeurs des sociétés qu'ils gèrent ou co-gèrent. Pareil, ça laisse un peu perplexe. Pour autant, les marchés tiennent encore jusqu'ici, mais voilà, encore une fois, c'est des petits éléments qui, je trouve, sont encore une fois une mine d'informations. Donc, je te disais, les trois mots d'ordre, c'est l'analyse, donc c'est voilà, tout ce qu'on vient de se dire, donc la macro, les valorisations, l'analyse des flux, et de tout ça découlent des convictions. Okay. Et donc de ces convictions, voilà, c'est ce que je te disais, on va dire aujourd'hui, pour un portefeuille équilibré, parce qu'évidemment ces convictions, nous on va avoir ce qu'on appelle un portefeuille cible, mais ce portefeuille cible, il peut diverger en fonction du profil de risque, en fonction des objectifs de nos clients. Je le disais tout à l'heure, si tu as envie d'acheter ta résidence principale dans un mois, ou dans un an même, on va même pas mettre du tout en fait, d'actifs très risqués, tu vois. Genre. Donc il y a toujours cette notion-là, mais disons que pour un profil qui a le temps, on va décréter d'avoir, grosso modo aujourd'hui, je peux même te donner à peu près les chiffres, entre 25 et 30% d'obligataires, à peu près les mêmes quotités sur des marchés actions cotés, à peu près la même chose sur du private equity et le reste diversifié sur des métaux précieux, sur une poche un petit peu d'immobilier et un petit peu de cash aussi. Le cash est un peu moins rémunéré aujourd'hui qu'au début de l'année ou encore de l'année dernière, mais il reste rémunéré. Et alors on ne le fait pas pour gagner de l'argent, c'est pas du tout l'idée. Il y a évidemment mieux à faire que laisser son argent sur un support monétaire ou de l'obligataire à très court terme, mais dans l'esprit, ça permet d'une part de faire face à des besoins inhérents, inopinés qui pourraient intervenir, et aussi d'avoir une petite manne disponible. Si jamais demain il y a un nouveau Liberation Day, il y a Trump qui fait un tweet exacerbé qui enflamme la toile. Toutes les actions font moins 20 et tu peux racheter un petit peu au prix donc, voilà. Donc tout et ça, tu le changes tout le combien?
tous les 6 mois, tous les trimestres? L'allocation d'actifs? Oui, ta macro, ça, ton analyse globale. Alors, j'ai pas de règles. Je pense qu'il faut pas avoir de règles. Je pense que l'esprit, c'est quand même d'être flexible. La macro, ce que je te disais, tu as des publications macroéconomiques tous les jours. Aujourd'hui, on tourne cette vidéo, tu as des publications macroéconomiques qui tombent. Donc en fait, l'esprit, c'est juste d'être réactif. Il faut suivre. Si on est passionné, c'est encore plus facile parce qu'on prend beaucoup de plaisir, en l'occurrence, à faire tout ça. Mais dès qu'il y a un élément qu'on juge suffisamment important et qui nécessite justement un changement sur l'allocation d'actifs, ben, on ne se prive pas de le faire. Okay. Donc c'est pas tous les trimestres. Ça peut être ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois. On ne fait pas du changement pour faire du changement. Oui, c'est-à-dire que si ça fonctionne bien et qu'on estime qu'il y a un potentiel d'upside, d'appréciation important, ben, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais dans l'esprit, voilà, surtout il faut être vif, il faut être attentif et réactif, justement si besoin. Donc voilà cette partie-ci, et dans une logique globale de diversification, je le disais, l'idée, c'est d'obtenir le meilleur rendement pour un risque maîtrisé. Mais attention quand même là-dessus, parce que j'entends souvent beaucoup de gens parler de diversification, et pour le coup, ils ont plutôt raison, c'est une chose qui est primordiale, qui est ultra importante, mais trop de diversification tue la conviction. Et c'est souvent quelque chose, nous, qu'on observe en qualité de professionnel lorsqu'on va analyser des portefeuilles de clients, des contrats d'assurance vie où il y a 70 fonds. Ça sert à rien. Tu vas avoir des fonds qui font la même chose, ou parfois pire, qui ont des stratégies qui sont complètement inversées. Donc à la fin des fins, ça sert absolument à rien. Donc la diversification ne doit pas être l'ennemi de la conviction. Par contre, elle doit désensibiliser le risque du portefeuille. Donc il y a une notion où les actifs, dans l'idéal, ne doivent pas être tous corrélés positivement entre eux. Donc typiquement, je fais de l'action, je fais de l'obligation, la corrélation, elle n'est pas à 100%. Je joins à ça du private equity, bah, c'est du non-coté, donc pour le coup, ça rajoute une couche justement de diversification. Je mets des métaux précieux, c'est pareil. Donc c'est plutôt dans cette logique-là qu'il faut diversifier. C'est pas en mettant une tartine de support où à la fin, du coup, ça devient insuivable. Parce que bah, tu peux pas rencontrer tous les gérants, pour le coup, voilà, c'est un petit message que j'adresse. Non, mais je vois souvent ça. Encore une fois, je suis mais pas tu vois souvent ça, mais techniquement, les gens qui ont cette assurance vie au contrat, la plupart des temps, ils ne savent pas combien de contrats ils ont derrière, combien de supports. Ouais, bah c'est vrai que ce que tu remarques souvent, il y a souvent ce qu'on appelle des mandats de gestion, parce que, encore une fois, en fait, il y a plein de choses. Demain, tu ouvres un contrat d'assurance vie, soit tu vas avoir ce qu'on appelle une gestion libre, donc c'est toi qui fais tes choix, donc là, normalement, tu es quand même censé être au courant. Oui. Soit tu as une gestion libre conseillée, donc tu as un conseiller, pour le coup, qui va t'aiguiller là-dessus. Soit tu vas avoir un mandat de gestion. Je dois dire que je ne suis pas très fan moi, de cette logique-là. Nous, chez Ingefi, on ne fonctionne pas comme ça. Mandat de gestion, c'est que tu signes un chèque en blanc à quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Donc, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Généralement, du coup, c'est des arbitrages tous les 4 matins. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on va te facturer des frais à chaque fois. Donc, en fait, tu sais grosso modo jamais ce qui se passe, et on te fait un compte-rendu annuel ou au mieux trimestriel un petit peu de ce qui se passe. Et c'est généralement dans ces mandats de gestion où tu vois 70 lignes, quoi. Je citerai personne, mais c'est très fréquent justement de voir ça. Et en fait, si tu n'arrives pas à comprendre la logique, encore une fois, je parlais de conviction, si tu n'as pas de conviction et qu'en fait ton idée c'est juste de faire un fourre-tout où tu fous tout et n'importe quoi comme ça, entre guillemets, bah, tu es sûr de faire une performance entre -2 et 2%, je trouve pas que c'est de la gestion d'actifs, tu vois. Il n'y a pas de choses stratégiques, c'est juste en gros, bah, voilà, tu prends pas de risque, tu fous un petit peu tout. Et tu t'assures que le client, à la limite, il sera déçu, mais il ne sera pas ultra mécontent. C'est un peu la vision que j'ai de tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout notre approche, quoi. Donc, là, on a parlé d'analyse. Est-ce que tu peux me montrer une sélection d'un client que c'est Ingefi? Ok, mais ce que je te propose, c'est que je te montre une allocation que j'ai présentée pas plus tard qu'hier matin à un de mes clients. Un client assez fortuné, parce que je vois que c'est 500 000 € qui va. Ouais, alors justement, tu fais bien de noter cet élément. C'est une proposition faite sur un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Donc je reviens sur ce que j'avais dit pour le coup un petit peu plus tôt dans cette vidéo. C'est une allocation, alors pour le coup je vais pouvoir te la présenter en détail avec plaisir. Simplement, il y a des supports d'investissement au sein de cette allocation qui ne seront pas disponibles au sein d'un contrat d'assurance vie français. Donc voilà, c'est bon de le savoir, mais on peut faire quand même des belles choses sur des contrats français. Donc ce que tu vois déjà premièrement visuellement, je vais t'expliquer assez rapidement le code couleur. La première partie que tu vois en bleu ciel,
c'est la partie obligataire. Ok. Et obligataire entre guillemets un peu cash. C'est-à-dire que le fonds Ostrom Crédit Ultra Short, c'est un fonds qui est essentiellement positionné sur des obligations qui arrivent à échéance à moins de 12 mois. Donc c'est du très court terme. C'est pas un fonds qui est ultra rentable, mais c'est plus la partie cash pour saisir des opportunités en cas de besoin. Mais bon, ça reste quand même dans l'univers obligataire. Ensuite, sur la partie orangée, tu vas avoir les supports actions. Ok. Donc en plus clair, ce sont des OPCVM. Et en un petit peu plus foncé, ce sont des opportunités en produits structurés. Ça, pareil, je pourrais t'en toucher quelques mots si tu le souhaites, qu'on a mis en place et qu'on a créé, nous, chez Ingefi, justement pour nos clients. Tu as une partie sur des métaux précieux. Tiens, je peux te donner un petit mot là-dessus. Ça, c'est un fonds que j'apprécie particulièrement, puisqu'il va être investi sur des métaux précieux de manière diversifiée. Tu vas avoir une partie sur l'or. Ok. L'or, on l'a dit tout à l'heure, qui a énormément progressé dernièrement, mais pas que. Je te parlais de l'argent, du platine et du palladium. Bah, typiquement, ce sont des métaux précieux qui sont présents à l'intérieur de ce fonds. Donc je trouve qu'il y a quand même des relais de croissance. Si l'or a quand même pas mal progressé, il y a quand même d'autres métaux précieux à l'intérieur de ce fonds qui, je pense, ont quelques c'est ton analyse à toi, mais je pense probabilités de progresser. progresser. Donc j'aime bien. Bon, après, tu vois, en termes de quantité, les métaux précieux, ça reste. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on parle souvent de valeur refuge. Et valeur refuge, on parle aussi de ça pour l'immobilier avec le côté un peu sans risque. Les métaux précieux, c'est ultra volatile. C'est-à-dire que ça peut bouger, prendre +1, -1 en l'espace de quelques heures. Donc c'est toujours assez drôle d'observer ça. Donc là, c'est évidemment pas une quantité ultra significative du contrat, on a mis 4%. Enfin voilà, l'idée, c'est que ça joue pleinement son rôle de diversification. Et en termes de conviction, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire là-dessus. Et ensuite, sur la partie jaune, ce sont 2 fonds de private equity. Donc ça, pareil, je pourrais t'en toucher quelques mots sur comment, justement, on sélectionne des fonds de private equity. Donc voilà, ça, typiquement, c'est une allocation qu'on a présentée hier matin. Un petit mot, quand même, sur la notion de rendement visé et de risque. Peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent et les téléspectateurs, juste qui comprennent. Le rendement visé, pour le coup, sur la partie obligataire, on peut plus facilement faire des projections, puisque quand j'investis sur une obligation, je connais en amont le rendement de cette obligation. Voilà. Donc après, je le disais, il y avait la notion de spread, il y a la notion de sensibilité au taux d'intérêt, bon, bref, je passe un petit peu le sujet, mais grosso modo, il y a une partie, et une grosse partie de la rentabilité de l'obligataire qu'on peut assez aisément anticiper. Même si, encore une fois, rien n'est jamais garanti, mais entre guillemets, voilà, il y a quand même un travail en amont qu'on peut faire à ce niveau-là. La partie action, et ces 3 supports-là en particulier, donc hormis les produits structurés, là pour le coup c'est beaucoup plus insidieux. Donc typiquement, j'ai mis du 8% partout. 8% c'est très simple, c'est grosso modo la rentabilité des marchés actions sur longue période. Donc c'est pas vraiment avéré. Typiquement, je pourrais te les montrer, c'est des fonds d'ailleurs qui font pour l'essentiel plus que 8% depuis le début de l'année. Mais peut-être dans des années où l'action, c'était genre en 2022, les actions, ils ont eu un petit... Ouais, 2022, c'était une année assez compliquée. Un petit down, c'est plutôt un négatif. Quoi. Voilà, exactement. Donc, le 8%, c'est juste que c'est vrai que les clients, ils aiment bien quand même avoir une notion de projection. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mis une petite astérix. C'est que sur des marchés actions, en fait, c'est tellement volatile et incertain. Ça dépend de la macro, ça dépend de la micro. Donc, la micro, c'est l'entreprise en elle-même. Oui. Est-ce qu'elle arrive à augmenter ses marges? Est-ce qu'elle arrive à croître? Est-ce qu'elle peut pénétrer un nouveau marché? Est-ce qu'elle va gagner des parts de marché en fusionnant avec un concurrent? Enfin voilà, il y a plein de choses en l'occurrence qui rentrent en ligne de compte. Donc faire une projection précise, franchement, c'est absolument impossible. Là, aujourd'hui, du coup, tu promets plus ou moins 8% brut. Je ne promets pas. Mais disons que c'est la perspective. Mais elle peut faire peut-être 1, 2 ou 16, mais elle ne fera jamais 50. Ah non, elle ne fera jamais 50. Non, c'est impossible. Il y a quand même... le max que tu... Non, rien n'est impossible, mais non, 50... Dans une belle année, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette support, cette fonds? Là, pour le coup, Là, concrètement, on est plutôt sur une année, pour le coup, qui est assez intéressante, je trouve, en termes de perspective. Parce que concrètement, depuis le post-Covid, justement, tout ce travail d'allocation d'actifs, il recommence à être possible. Typiquement, tu vois que tu as 35% de l'allocation qui est positionnée sur le marché obligataire. Le marché obligataire, pendant des années, c'était un marché sur lequel légitimement on ne pouvait pas aller
pour faire de la performance. Post-2008, crise des subprimes, chute de Lehman, etc., des taux qui étaient ultra bas, ras des pâquerettes, voire même négatifs, oui, voilà. bah, ça n'a aucun intérêt d'aller faire de l'obligataire sur lequel tu sais que tu ne vas pas gagner un copec, quoi. Donc dans l'esprit, aujourd'hui, cette classe d'actifs, elle reprend justement du sens puisqu'il y a des rentabilités associées qui sont assez intéressantes. Donc en ce sens, j'ai envie de te dire que c'est une rentabilité qui est faite en moyenne à ce niveau-là sur la partie obligataire sur une bonne année parce qu'aujourd'hui, on a un contexte qui est plutôt porteur sur plein de classes d'actifs. Okay. Sur la partie marché action, donc tu vois du 8%, bah, là c'est une moyenne. Oui. Donc c'est pas une bonne année, c'est pas une mauvaise, c'est voilà, un petit peu la moyenne de ce qui se passe. Sur la partie métaux précieux, bah, typiquement le fonds, là depuis le début de l'année, il caracole, on est à plus de 25% de performance. Okay. Maintenant, fondamentalement, je ne peux pas écrire ça à un client. Non. Et puis fondamentalement, je ne pense pas que ça fasse 25% tous les 6 mois. Enfin, ça serait dingue le truc, tu vois. Genre. Donc, les sabres ne montent pas jusqu'au ciel. Exactement, non, toujours. Et puis voilà, et souvent, d'ailleurs, je t'en donne une autre, les excès sont souvent corrigés par les excès. Oui. Donc quand ça monte trop vite, trop haut, ça peut aussi descendre très vite, très bas. Et juste cette partie, Miguel, sur le private equity, alors je fais juste une aparté là-dessus, on pourra en parler un peu plus en profondeur si tu le souhaites. Mais le private equity est une des classes d'actifs reines depuis maintenant quelques années. D'ailleurs, c'est une classe d'actifs dont le rendement bat les marchés actions cotés. Ok. Alors maintenant, on entend plein de choses sur le private equity. Il y a plein de choses qui sont vraies. Il y a aussi beaucoup de mythes. Et les performances, objectivement, là, elles dépendent pour beaucoup de la qualité du gestionnaire du fonds. Oui. C'est-à-dire que concrètement, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui se créent. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est sélectionner, en l'occurrence, celles qui sont les meilleures. Donc les meilleures, il y a plusieurs choses, en l'occurrence, qu'on peut regarder. Déjà, on va regarder évidemment leurs historiques. Donc typiquement, tu as certains fonds qui ont créé 8, 9, 10 millésimes. Donc tu vas pouvoir analyser les performances des 10 millésimes, ce qui te permet de faire une projection. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est le rendement moyen de ces millésimes et surtout la régularité. Si j'ai un gérant qui fait un TRI de 30 une année, moins 10 l'année d'après, re-30 l'année d'après, bah, concrètement, c'est un peu du pile ou face, quoi. Oui. Donc ça, pour le coup, on n'est pas fan du tout. Donc l'idée, c'est d'avoir une vraie régularité justement dans les performances. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans l'univers du private equity, la performance, elle n'est pas essentiellement liée à l'argent. Okay. C'est pas parce que tu vas lever 10 milliards que tu vas faire une performance de dingue. C'est pour beaucoup, je trouve, et c'est un peu mon opinion, une vision d'homme, d'humain, parce que les meilleures sociétés de gestion de private equity, elles s'impliquent dans les entreprises qu'elles achètent. Okay. Donc, et c'est un modèle, je trouve, qui est assez beau. Déjà, pour un investisseur, c'est vraiment la classe d'actifs qui permet vraiment, entre guillemets, de se dire « Ok, j'investis vraiment dans l'économie réelle ». Parce que là, tu vas investir dans des boîtes non cotées. Pour le coup, il y a un vrai côté réel, entre guillemets, dans ton investissement. Et ces maisons de gestion, donc je prenais des exemples de sociétés qui ont créé 10 fonds, et en fait, elles vont appliquer 10 fois la même méthode. Donc 10 fois, elles vont acheter une société cible qui fait tel secteur d'activité. Elles savent ce qu'elles peuvent faire, par exemple, en termes de cost-killing pour optimiser la rentabilité opérationnelle. Elles savent intégrer de nouvelles sociétés, donc elles vont faire ce qu'on appelle une stratégie build-up, donc elles vont acheter des entreprises autour pour peut-être consolider un marché, mais elles l'ont déjà fait 10 fois. Okay. Donc les erreurs, entre guillemets, qu'un nouvel entrant ferait, elle les a déjà fait plein de fois. Donc il y a un vrai côté qui est sur l'humain, qui est ultra important, parce que, encore une fois, voilà, les gérants s'impliquent dans ces sociétés. D'ailleurs, ça m'amène à un point, il y a une notion sur laquelle on est très regardant. Pareil, c'est ce qu'on appelle le GP Commitment. Donc le GP, c'est General Partner, donc c'est les gérants. Et Commitment, c'est combien est-ce qu'ils mettent dans le fonds. Donc typiquement, si tu as un fonds qui lève 10 milliards et les gérants, ils mettent 500 millions au pot, il a intérêt de ne pas se planter, parce que derrière, c'est son argent, entre guillemets, qui est mis au pot. Donc ça, on regarde aussi beaucoup. Voilà. Ça, c'est des données qui sont accessibles à tout le monde quand tu vas voir le site internet ou... Alors, quand les fonds sont en période de levée, évidemment, c'est du marketing aussi. Maintenant, le marketing, il y a le bon côté et le mauvais côté. Il est évident que le gérant ou les gérants qui mettent 500 millions dans le fonds, ils vont pas se cacher. Oui. Tu comprends bien que c'est un élément qui est plutôt rassurant pour les investisseurs, donc évidemment, ils vont le dire. Donc ça, non, c'est une information qui est
qui est facile à donner. Donc voilà, en gros, tu vas regarder l'historique, le côté linéaire, comment dire, la régularité aussi de la société de gestion et des membres de cette société de gestion. Je prends Oui, un il y a exemple. beaucoup de gens qui partent et Ah reviennent. ouais, ça c'est fondamental parce qu'encore une fois, je te dis, tout repose sur l'humain. Donc c'est-à-dire que si tu as une boîte X qui a 20 fonds qui font des performances de dingue, mais que cette année-là, tout le monde est parti pour créer une société ailleurs et que en gros c'est une équipe qui est 100% nouvelle, l'historique, on s'en fiche. Oui. Il vaut rien. Franchement, il vaut absolument rien. Donc voilà, il y a plusieurs éléments comme ça. Et si je te prends Ok. un exemple, ICG, typiquement, qui est une société de gestion anglaise, qui est d'ailleurs cotée au FTSE, donc la bourse anglaise, ça c'est leur 9e fonds. Leurs 8 fonds précédents, ils ont toujours fait à minima ou fait mieux que ce qu'ils avaient annoncé. Ok. Donc Depuis combien d'années? ça fait 34 ans qu'ils font ça. Ah oui. Donc tu vois, c'est quand même des éléments qui sont assez intéressants. Donc la performance, alors évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances Oui. futures, donc tu peux tomber sur le millésime où ça va moins bien se passer. Mais en fait, encore une fois, l'idée, c'est ce que je te disais, c'est mon rôle, j'estime, vis-à-vis de nos clients, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour aboutir à de la performance. Ok. Maintenant, derrière, je ne maîtrise pas tout, Oui, mais oui, cette évidemment. notion voilà, de risque maîtrisé, ça passe aussi par une sélection voilà, des gérants. Donc, cet gérant-là, il a battu le SP500, l'ETF SP500? Oui, mais alors, Parce que je vois pas des ETF dans ton allocation. c'est une excellente question. Alors déjà, concernant Gérant, alors, on ne peut pas comparer le S&P 500 à l'univers du non-coté. Ok. Pour le coup, voilà, là vraiment, il y a peu de corrélation entre guillemets. Oui, il a fait mieux, parce qu'encore une fois, alors là tu vois 14, c'est net de frais, mais en brut, en réalité le fonds fait quand même plus que ça, Ok. parce que derrière il y a ses frais de gestion, il y a ce qu'on appelle le carried interest, où il prend une prime de surperformance au-delà d'un certain pourcentage de taux de rendement annuel. Donc j'ai même envie de te dire, historiquement, il a plutôt explosé le S&P 500. Mais encore une fois, tu peux C'est pas pas tout la même comparer, chose, voilà, ok. c'est absolument pas comparable. Pour répondre à ta deuxième remarque, qui est effectivement juste, il n'y a pas d'ETF. Alors pour le coup, déjà, j'ai rien contre les ETF. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, la notion de frais, elle est importante dans une allocation, mais elle ne peut pas être appréhendée sans la notion de service. Oui. Et typiquement, alors j'imagine que tu as dû entendre parler de ça, le rapport Spiva, alors qui sort à peu près tous les ans, et d'ailleurs le dernier est sorti il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui en Europe, ce que ça dit sur les fonds de gestion européens, à échéance 3 ans, tu as 93% des gérants actifs qui ne battent pas leur indice de référence. Donc, les 440 ou les... Bah oui, alors, généralement, les fonds sont plutôt sur des indices un peu plus larges. En Europe, ce sera souvent le stock 600, Ok. Donc, les 600 entreprises les plus les plus grosses. grosses Voilà, d'Europe. c'est le S&P 500 aux États-Unis, Ok. c'est un peu la même chose, mais c'est vrai que c'est assez représentatif. 93%, ça fait un peu Oui. mal hein. À la profession. Ça veut dire que tu en as plus de 9 sur 10 qui ne battent pas, justement, sur 3 ans, leur indice de référence. Ils sont là, les 7% qui battent le... Bah, tu as complètement anticipé mon sujet. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de communications qui sont faites là-dessus, et ceux qui sont les grands défenseurs des ETF, parce qu'en gros, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'industrie, tu as une partie, mais ce qui est plutôt bien. Encore une fois, je pense que le marché est tellement colossal qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y en a qui font de la communication essentiellement sur cette notion de frais. Donc c'est vrai que l'ETF a des frais qui sont drastiquement plus faibles que des fonds de gestion active, donc ils ont raison de le dire. Et je trouve que les ETF peuvent parfaitement correspondre justement à une certaine catégorie d'investisseurs. Donc on peut dire que 93% font moins bien. Par contre, tu as raison, ça veut dire qu'il y a 7% qui font mieux. Et je reviens sur mon idée du contrat luxembourgeois tout à l'heure. Vu que j'ai accès à ce que je veux au sein de mon contrat, bah en fait, peu importe que 93% font moins bien, moi j'ai la possibilité de choisir des gérants qui font partie justement de cette élite et qui ont plutôt tendance, et historiquement et durablement, à battre le marché. Donc ça, c'est aussi mon rôle. Oui. On parlait de l'allocation d'actifs tout à l'heure. Bah, une fois que j'ai défini voilà, que je veux investir sur telle classe d'actifs, bah, il me reste à trouver entre guillemets le meilleur support. Donc pour le coup, je pourrais te montrer, d'ailleurs tout à l'heure, si tu veux, j'utilise un site qui s'appelle Quantalis, d'ailleurs pareil, qui est accessible à tout le monde, où on pourra, si tu veux, Vas-y, s'amuser montre-moi vite à fait. comparer des ETF. Donc déjà, ce que je te propose, c'est de regarder ce que fait le marché. Donc le marché, effectivement, tu prends un ETF. Je rappelle ce qu'est un ETF. C'est un fonds où, grosso modo, il n'y a pas de pilote à bord. Il n'y a pas de gérant. Le seul but de l'ETF, c'est de répliquer un indice. Ok. Donc en fait, il réplique un indice, donc tu es sûr
de ne pas faire moins bien que l'indice, mais tu ne peux pas aussi espérer faire quoi. plus. Mais pour le coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gérant, il n'y a pas d'analyste, il n'y a pas d'équipe derrière, donc naturellement, il y a moins de frais. Ok. Ok. Donc là, typiquement, je te mets voilà, le stock 600. Ça, c'est un ETF qui est géré par BlackRock. Donc, sur Quantalis, je précise que ce site, il est accessible à tout le monde. Il n'y a même pas besoin de créer un compte professionnel ou quoi que ce soit. Donc, tu vas pouvoir regarder pas mal de choses. Ce qui est intéressant, alors ce que moi je regarde, évidemment, ce sont les performances historiques. Parce que si tu veux sélectionner un fonds qui fait mieux que son indice, bah, si tu ne te bases pas sur les performances, tu peux te baser sur pas grand-chose. Donc là, typiquement, on peut observer, voilà, 2022, ça fait moins 10. 2023, ça fait un petit peu plus de 12, presque 13%. 2024, on est à 5 et quelques. Et là, depuis le début de l'année, on est à 9. Ok. Si je regarde mon fonds DNCA Value Europe, bah, typiquement, déjà dès 2022, alors ça c'est une donnée qui est importante pour moi, ça veut dire qu'il a plutôt tendance, et historiquement il a prouvé, à amortir mieux dans un scénario de marché baissier. Okay. Donc on était à moins 10 tout à l'heure, là on est même pas à moins 2. Donc pour le coup c'est un gage en l'occurrence qui est assez intéressant sur justement la sélection des valeurs. L'année 2023, 13 et quelques, je crois qu'on était à peu près sur les mêmes choses sur l'ETF, donc là il fait à peu près la même performance. 2024, de mémoire on était à 5 et quelques, là on est à 13. Okay. Tu as quand même un bonus de surperformance qui est assez important. Et depuis le 1er janvier, on était à 9 sur l'indice, on est à 15 depuis le début de l'année là-dessus. Donc là, typiquement, tu es sur un fonds qui fait partie de ces fameux 7% qui coûtent plus cher. Donc clairement, il faut le dire. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose ouais, mais à payer, ces performances-là, elles sont nettes de frais de gestion. Donc ça, c'est ce que tu peux comparer justement directement à ton ETF. Donc il a fait plus que 15. Il a fait plus que 13. En théorie, mais en l'occurrence, c'est une obligation légale. Les fonds sont obligés de communiquer en net de frais de gestion. Donc c'est vraiment le chiffre que tu peux comparer. Bah, au moins, c'est lisible. Voilà. Parce que sinon, effectivement, tu dois retraiter les frais de gestion qui ne sont pas les mêmes. On a fait plus 50%, mais 49% de frais. Oui, c'est ça. Pour le coup, ça n'aurait pas grand sens. Mais typiquement, voilà. Donc on va regarder ça. Donc typiquement, ça, c'est un fonds qui a tous les attraits d'un bon fonds. Et si on rentre peut-être un petit peu plus dans le détail, moi c'est un élément que j'aime bien, je te le disais tout à l'heure, j'estime que mon métier, c'est pas d'aller chercher le meilleur rendement du marché, mais le meilleur rendement pour un risque maîtrisé. La notion de risque dans notre métier, elle se caractérise par la volatilité. La volatilité, en fait, c'est tous les écarts-types que tu vas avoir, plus ils sont d'envergure importante, plus tu vas être volatile. Donc plus tu es risqué. Exactement. Donc là, typiquement, ce qui va être intéressant, on a vu que la performance, elle est meilleure. Maintenant, est-ce qu'elle est meilleure avec autant de risques, ce qui est génial, avec moins de risques, ce qui est extraordinaire, ou avec plus de risques, c'est bien, mais pour le coup, c'est un peu moins de poids. Donc là, tu as une volatilité à 13,37 quand ton sous-jacent est à 13,54. Donc tu es quasiment sur la même chose. Donc c'est-à-dire qu'il fait mieux sans être plus risqué. Donc là, typiquement, tu es sur un fonds qui, au cours des 3 dernières années, mais on peut même aller un petit peu plus loin, pour le coup, est un fonds qui a tendance à surperformer, en l'occurrence, son indice. Donc ça, c'est typiquement ce qui se fait de bien dans la gestion active. Ok. Et ça, c'est un fonds auquel on a accès si on est en France? Parce que là, on parlait d'un contrat à Luxembourg. Est-ce qu'on peut mettre ce fonds dans notre assurance vie française? Alors, ça dépend. Y a pas de, je peux pas te dire oui ou je peux pas te dire non. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais en préambule. Si tu ouvres ton contrat dans ta banque traditionnelle, c'est clair que tu ne pourras pas le faire. Parce qu'encore une fois, l'établissement bancaire va te proposer d'investir sur les fonds maison de la banque ou de ses filiales. Tu vas chez Crédit Agricole, on va te vendre du Amundi. Tu as l'impression que c'est de la diversification, en fait non, c'est juste la même maison. Et ça, pour le coup, toutes les banques généralement sont adossées à des sociétés de gestion d'actifs. Donc ça, évidemment, tu peux y avoir accès au Luxembourg, je le disais, mais tu peux aussi y avoir accès au travers de contrats d'assurance vie français qui ont une architecture ouverte intéressante. Typiquement, je peux te montrer, ce fonds, en l'occurrence, il est présent sur les allocations de nos clients qui ne détiennent pas de contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Tu peux montrer du coup un portefeuille d'une assurance vie française? Ok, donc là on a 91 000 € d'actifs dans une assurance française. Oui, exactement. Pas au Luxembourg? Non. Donc c'est un contrat qui s'appelle Sérénie Pierre.
avec un profil de risque comme l'autre. Équilibré. Tiens, 3 regarde, 3,54, Ok. c'est la notation de risque du portefeuille. sur 7. Sur 7. Ouais, donc on est vraiment sur un profil équilibré. Bon, là, voilà, tu as les informations du client, la date d'ouverture, combien il a mis, etc. Donc, tu as différents supports à l'intérieur et tu vas retrouver mon Les fameux mêmes. Ok. DNCA Value Europe C. Alors là, tu vois 11 et quelques. La performance dans la visualisation des contrats des clients, elle dépend évidemment de lorsque le client est rentré. Oui. Donc, elle est Pas de différente du l'année, 15 pas qu'on de... a vu voilà. tout à l'heure. Donc lui, en l'occurrence, on n'est pas rentré le 1er janvier, raison pour laquelle le fonds fait 15, et là il est visualisé à 11, c'est qu'on est rentré un petit peu plus tardivement. Mais typiquement, mon fonds sur les actions émergentes, il est présent aussi. Tiens, regarde, je peux te montrer, hop là, voilà, Amundi MSCI Emerging Market, donc ça c'est un ETF aussi de chez Amundi, qui représente les marchés émergents. Ok. Donc là pareil, tu vas avoir une notion de performance. On va faire exactement le même exercice. 2022, mon marché fait moins 14, mon fonds fait moins 10. Encore une fois, moins 10, ça fait pas plaisir à un client. Mais si le marché fait moins 14, c'est bien. Voilà. C'est difficile à admettre, mais en soi, le but Quand du on gérant... investit, on est d'accord que ça peut monter comme ça peut baisser. Exactement. Le but Sur 5-10 ans, normalement, ça fait qu'augmenter depuis le début des actions depuis du très monde. longtemps. Depuis très C'est longtemps. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu plus de 8% la performance moyenne des marchés depuis leur création. Mais si tu comptes juste 2022, si tu es rentré en janvier 2022 et que tu veux sortir en décembre 2022, là, tu es mal tombé. Quoi. C'est ça. Mais donc typiquement, voilà, le fonds, il fait 17 et 13 respectivement en 2023-2024. Il fait un peu plus de 7% depuis le début de l'année. Et notre indice, on va voir où il est. Voilà, tu avais 17, l'indice fait 5, donc il fait quand même pareil 3 fois mieux. 2024, il fait quasiment la même chose. Et là, depuis le 1er janvier, notre fonds est à plus 7, le fonds est à plus 2. Donc là, encore une fois, c'est exactement la même logique qu'on a vu tout à l'heure avec le fonds DNCA. C'est un fonds qui crée de la performance. Donc tu payes un gérant, mais tu le payes pour quelque chose. C'est-à-dire que ce que ça te coûte, tu le gagnes largement justement en performance. Et toujours la même logique qui va avec, cette notion de volatilité. Donc on a notre ETF qui est à 14. Le fonds, il est à peu près à la même chose, mais voilà. Donc ça, c'est le travail de sélection. Et ce travail de sélection, alors on peut le faire beaucoup justement sur Internet. Hein, tu peux checker justement un petit peu les fonds des grandes maisons, parce que là typiquement Lazare et DNCA, j'en ai pas parlé, mais c'est des grosses boîtes. Hein. C'est pas un petit gérant dans son garage voilà, c'est quand même des très très grosses sociétés de gestion qui gèrent des milliards. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rencontre régulièrement les gérants. Donc c'est aussi important, je te parlais tout à l'heure de conviction et d'analyse, c'est que grosso modo, on fasse investir nos clients sur des convictions qui nous ressemblent. C'est-à-dire que moi, si je dis, voilà, je crois en telle chose, je ne vais pas faire investir mes clients sur un gérant qui fait strictement l'inverse. Enfin, ça paraît assez logique, tu vois, mais en gros, l'idée, voilà, qu'il y ait une certaine cohérence vis-à-vis de tout ça. Donc les ETF, si je résume, c'est très bien. Mais si on a la possibilité d'investir au travers de gérants qui ont historiquement tendance à faire mieux que leur indice de référence, c'est encore mieux, quoi. Donc encore une fois, l'idée c'est pas d'être pro-ETF ou l'inverse. Je pense que les deux sont des supports intéressants. Après voilà, chacun de faire ses choix et de sélectionner ce qui lui semble le plus cohérent. Oui, en gros, l'ETF, c'est entre guillemets la part. On va dire tout le monde peut comprendre un ETF parce que ça suit l'indice. Maintenant, si tu veux investir comme un professionnel, il faut creuser un peu plus de sujets et essayer de trouver les gérants d'actifs. C'est 7% des gérants d'actifs qui battent les marchés. Non, et ça, c'est entre guillemets accessible aux gens qui s'y mettent à travailler, à faire la macro, la valorisation, en gros tout ce qu'on a parlé. Oui, non, mais ça prend du temps. Si tu veux être un professionnel, il faut faire comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Alors après, pour le coup, hein, ça nous est déjà arrivé d'avoir des ETF dans les allocations. Hein. Encore une fois, hein, je pense que dans l'idée, il faut être ouvert. Il ne faut pas se mettre des œillères en disant ça, j'en veux pas, ou je veux que ça, ou quoi que ce soit. Très souvent, les limites, elles sont dans les excès, quoi. Oui. Je pense que voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on a la chance en fait, d'avoir plein de supports qui sont différents. Autant en profiter. Et parfois, un ETF sera mieux qu'un fonds de gestion actif. Voilà. C'est juste pas d'œillères. Et l'idée, c'est toujours de sélectionner ce qui nous semble le mieux. Dans l'intérêt d'optimiser, toujours pareil, son capital. Couple rendement risque. Très bien. Toujours un petit peu la même logique.
Bah, merci. Je pense que cette vidéo a été assez dense. C'est un tutoriel, encore une fois. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Et si vous voulez, entre guillemets, pas travailler pour être un professionnel, mais investir comme un professionnel, bah, vous avez juste qu'à appeler Chauncey, puis il le Sympa. fera pour vous. Avec plaisir. À Merci bientôt. Miguel. Merci beaucoup.